Alors, en manchette aujourd'hui, le processus de consultation pour la conversion de l'église de Sainte-Élisabeth est lancé et d'autres trésors sortis des archives du Festival de la Naudière en fin de semaine. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du jeudi 16 juillet. Alors tel qu'indiqué en manchette, là, il y a le processus de consultation entourant la possible acquisition de l'église de Sainte-Élisabeth par la municipalité et sa reconversion en centre communautaire qui a été lancée. Cette consultation, eh bien, elle se poursuivra jusqu'au vendredi 14 août. Nous en avons discuté avec le maire là, de Sainte-Élisabeth, Louis Bérard, par vidéoconférence. Voici notre échange à ce sujet. Lundi soir, on a lancé ce processus-là de consultation dans le but d'acquérir l'église. Donc, on a reçu une offre de la fabrique au montant de 1 $ pour nous transmettre l'église. Nous, on a fait faire des études par des architectes et ingénieurs sur l'infrastructure de l'église comme telle. Ils nous ont soumis leur rapport. À date, ça indique que c'est très bien comme tel. Il y a certains travaux de réaménagement naturellement à faire. C'est tout indiqué d'ailleurs dans le pamphlet qu'on a envoyé aux citoyens. Puis en même temps aussi, vous avez un accès. J'en profite pour vous indiquer en même temps qu'on a aussi un nouveau site web au niveau de la municipalité de Sainte-Élisabeth qui est aussi en marche depuis mardi cette semaine. Et si vous avez accès à ce site-là, vous avez en même temps tout le processus de l'Église qui est inclus là-dedans aussi. Donc, pour les gens qui n'ont pas l'Internet, eux, cette semaine, ils vont recevoir un pamphlet qui a été monté. La même chose que sur le site de la municipalité, qui pourront le lire et nous soumettre leurs commentaires. Là, ils ont jusqu'au 14 août pour leur donner leur opinion là, au niveau de la consultation publique qu'on fait pour l'achat de l'Église par la municipalité. Bien sûr, les gens qui ont le droit de répondre à cette consultation-là, c'est les citoyens de Sainte-Élisabeth, mais peut-être qu'il y a des gens qui habitent dans les municipalités périphériques là, qui aimeraient savoir un peu plus qu'est-ce que ça aurait l'air, cette reconversion-là, ce que vous voulez faire avec l'Église, ce que vous proposez. Bien là, présentement, officiellement aussi, il y a 2 semaines, le centre communautaire a été complètement détruit. Parce que vous savez qu'on ne pouvait pas le garder, le terrain bougeait trop, les infrastructures l'an passé, on était obligé de le fermer. Puis malheureusement, il était en train d'écraser par l'intérieur, fait qu'on a été obligé de le détruire. Donc, il y a 2 semaines, il a été détruit au complet. Là, nous, on n'a plus de grande salle. Avant, on avait une grande salle possible qu'on utilisait là, à 191 jours par année en moyenne qui était utilisée sur 365. C'était quand même une très, très bonne utilisation. Il y avait beaucoup de gens des paroisses environnantes qui venaient chez nous aussi parce qu'il n'y avait pas une salle de cette grandeur-là. Là, malheureusement, on l'a perdu. Fait que nous, c'est sûr que l'église chez nous, c'est une église qui est vaste, qui n'a pas de colonne à l'intérieur. C'est une église qui est très haute, une très grande salle, OK, qui pourrait, à court terme, là, nous aider beaucoup à remplacer le centre communautaire pour les gens en même temps. Et en même temps, moi, ça va me permettre de placer tous mes organismes à but non lucratif, de leur donner un espace pour avoir un local, pour pouvoir s'installer et fonctionner mieux. Puis, il y aurait une meilleure ambiance aussi parce que tout le monde serait à la même place. Fait que j'ai assez grand dans cette bâtisse-là pour accueillir en même temps. Nous, il faudra replacer notre bibliothèque qui était dans le centre communautaire. Fait qu'automatiquement, elle va être redéménager aussi à l'église à ce moment-là. Et ça va donner des services à tout le monde. On a déjà les trésors d'Élisabeth. Donc, c'est un organisme qui aide les gens, surtout au niveau du linge, au niveau de quelques meubles aussi, au niveau de la paroisse. C'est très sollicité présentement. Donc, depuis que cet organisme-là a été créé, ça fonctionne très bien à Sainte-Élisabeth. Eux aussi, ils ont un espace à l'intérieur de l'Église pour le fonctionnement. Éventuellement, il y a d'autres projets possibles de faire avec la salle de l'Église. Il y a toutes sortes de jeux intérieurs qu'on peut faire aussi. Est-ce qu'on pourra aussi réussir à s'entendre avec la commission scolaire, le fait qu'on pourrait faire dans la salle sur semaine un genre de gymnase pour l'école primaire qui est juste en face là, au bord de la rue? Parce que l'école primaire, à date, ils ont toujours fonctionné juste dans le sous-sol de l'école, dans la petite salle pour manger. Ils tassaient des tables, c'était ça leur gymnase malheureusement.
Moi, j'aimerais ça que les enfants puissent avoir quelque chose de plus grand, puissent mieux profiter là, au niveau de ça. Puis la municipalité, on serait très ouvert à leur donner la chance aussi aux jeunes de pouvoir profiter de cet espace-là. Donc, cette reconversion-là, est-ce que vous avez, dans l'étude que vous avez commandée, est-ce que c'est chiffré un peu combien ça pourrait représenter? Oui, un instant. Bon. Nous, on a des coûts en premier thème, là, si on répare tout ce qu'on a à faire en gros. 206 284 environ que les ingénieurs ont chiffré là-dessus. Et ça se fait en plusieurs étapes. C'est pas juste, c'est de la première année à sur 5 ans possible. Donc, dans les 5 premières années, on aurait ce montant-là là, à faire en réparation. Là. Donc, la première année, on n'a pas ce montant-là à investir. On a juste amélioré la salle de toilette, tout simplement. Puis à améliorer aussi le chauffage, qu'on transformerait du chauffage à l'huile au chauffage au gaz naturel. Parce que le gaz naturel passe dans la rue principale juste en avant de l'église. Puis on pourrait sauver environ 35 à 40 de la facture de chauffage à ce moment-là. Ce seraient les plus gros travaux d'urgence la première année. Et par la suite, il y aurait d'autres travaux qui se feraient. Et en même temps, comme le Conseil du patrimoine religieux de la province de Québec vient d'annoncer à la fin 2019 qu'il donnait des subventions assez importantes à toutes les municipalités, justement, qui s'occuperaient de rénover leur église, qui les prendraient en main. Bien, il y a des programmes aussi qu'on peut appliquer là-dessus pour aller chercher des subventions pour nous aider à absorber ces factures-là qui sont là présentement. Donc, même si je vous nomme que vous avez 206 284 dans les 5 premières années qu'on doit payer pour faire les rénovations de base, à ce moment-là, ça ne veut pas dire que la municipalité va être obligée de payer ça au complet. On va demander des subventions au ministère, puis on pense qu'on va être capable d'aller chercher un certain pourcentage de ces biens-là pour être capable de rénover et ne pas impliquer aucune surtaxe, si possible, aux citoyens de Sainte-Élisabeth. Et là, les gens ont jusqu'à la mi-août, je crois, pour se prononcer, s'ils veulent. Jusqu'au 14 août, oui, effectivement. Et ensuite, vous allez tout compiler ça, puis il va y avoir quoi, une rencontre de consultation où vous allez faire état de ça au conseil municipal du début septembre? Exactement. On ferait état de ça au prochain conseil municipal par la suite pour regarder qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la population, qu'est-ce qu'ils en pensent de ça au juste. Alors, les gens peuvent retrouver, s'ils veulent avoir plus de détails, comme vous le disiez, là, sur le site de la municipalité, il y a un document de 6 pages, je crois, où on donne beaucoup de détails là, sur le projet. Là. Exactement. Puis il ne faut pas oublier une chose. Là. Le prochain, si les gens veulent avoir un nouveau centre communautaire, à date, on a un estimé d'environ 3 millions pour construire un nouveau centre communautaire. OK? On parlait tantôt de notre endettement était dans les 3 millions, presque 200 000, quelque chose à Sainte-Élisabeth. Notre taux d'endettement est déjà très élevé. Puis le ministère nous a avisé l'an passé, si on a la MRC d'Autrey, puis il nous a avisé qu'il ne subventionnerait plus les bâtisses à 50 automatiquement comme avant. Si cette bâtisse-là, il n'y a pas un projet particulier qui se détache des autres municipalités autour, pour justement que les municipalités aillent en entraide entre eux au niveau. Ils ne veulent plus subventionner les centres communautaires à chaque municipalité comme ça. Donc, il faut avoir quelque chose de particulier. Donc, moi, je n'ai rien de particulier présentement avec un nouveau centre communautaire. Donc, c'est difficile d'aller dire qu'on va avoir une subvention pour la construction d'un nouveau centre communautaire. On a été avisés, toutes les municipalités ont été avisées l'an passé. À la MRC d'Autrey, ils sont venus nous le dire à ce moment-là. Fait que c'est sûr que pour moi, il n'y a aucune garantie que je vais avoir une subvention pour un nouveau centre communautaire. Donc, pour l'instant, à première base, l'échelle, il faut regarder qu'on n'est pas là pour endetter les citoyens, mais on est là pour bien fonctionner. La meilleure façon de fonctionner présentement, à court terme, sans endetter les gens, ce serait d'acquérir l'église, puis de faire les quelques petites rénovations qu'il y a à faire à l'intérieur, puis d'apprendre à fonctionner avec cette bâtisse-là, qui est une très belle bâtisse, une très bonne structure présentement, ce que les ingénieurs nous confirment là-dessus. Et si la municipalité va de l'avant, fait l'acquisition de l'église et procède aux rénovations dont vous parlez, est-ce que le bâtiment va continuer de servir de lieu de culte les dimanches? Bon, ça, les lieux de culte, dans la première année, oui, elle va servir de lieu de culte, mais la fabrique est très ouverte à ça.
si jamais, à un moment donné, pour une raison que nous, il faut changer d'endroit pour le lieu de culte, on a une autre salle à côté de l'église aussi, éventuellement, qui pourrait servir pour ça. Mais pour la première année, ça, c'est sûr qu'on ne changera pas de place. Puis on verra par la suite, avec notre développement à l'intérieur de l'église, si on garde le lieu de culte à l'arrière de l'église qui occupe présentement, ou si on le change plus tard. Parce que Mais la fabrique est ouverte à ça, en passant. J'imagine que ça peut avoir un impact sur la possibilité d'aller chercher des subventions en lien avec le patrimoine religieux, à savoir si la bâtisse va continuer de pouvoir aussi avoir comme, parmi ses nombreuses vocations, d'avoir aussi comme lieu de culte durant un certain moment dans la semaine. À ma connaissance, à date, les informations que j'ai eues, il ne semblerait pas que ce soit une obligation que le lieu de culte reste à l'église pour avoir une subvention comme telle. OK. Fait que moi, la seule chose que j'ai eue comme information, c'est que si la municipalité reprend en main son église, puis elle s'en occupe et elle répare les infrastructures, puis tout ça, c'est surtout pour ça que le programme a été créé. Mais on ne regarde pas le côté religieux à l'intérieur. C'est l'information que j'ai eue à date. J'espère que j'ai eu la bonne information, mais c'est ce que... Et maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, à l'échelle provinciale, la santé publique parle maintenant de 5 646 décès reliés à la COVID-19, soit 10 de plus qu'hier. Et en ce moment, au Québec, il y aurait 277 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. C'est 8 de moins qu'hier. Et 20 personnes se retrouvent aux soins intensifs en raison du coronavirus. C'est le même nombre qu'hier. La région de la Naudière compte maintenant 4 333 tests positifs à la COVID-19. C'est 26 de plus qu'hier. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce jeudi 16 juillet, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Joanne Cazobon, Margot Joly-Robillard, Michel Fafard et Régent Barthes. Alors, un bon anniversaire aussi à Molly Bergeron de la part de Papy, Mamie et son oncle Gilles. Alors, c'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. Culture maintenant. Nous avons diffusé récemment une entrevue que ma collègue Danielle Yvon a réalisée avec le directeur artistique du Festival de la Naudière, Renaud Loranger. Alors voici une autre portion de leur échange au cours duquel il nous présente les trésors en provenance des archives du festival qui seront rendus disponibles en ligne durant la fin de semaine à venir, notamment une soirée sous le signe du jazz réunissant l'orchestre métropolitain et la pianiste Lorraine Desmarais, avec notamment au programme des œuvres de Gershwin et de Duke Ellington. Bonjour Renaud, ça va bien? Oui, bonjour Daniel. Très bien, ça va bien de l'Allemagne et tout. Et mettons, on parle de la programmation du 17, 18, 19 juillet. C'est une programmation virtuelle que cette année le festival offre. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu des concerts qui vont être présentés virtuellement, on pourrait dire dans la série Vintage, on pourrait dire des beaux souvenirs au festival? Oui, tout à fait. Bien, cette fin de semaine, en fait, on a 3 concerts aussi, en fait, des concerts d'archives. 2 qui sont des captations, en fait, de Radio-Canada. Le premier, le vendredi 17 juillet, il s'agit ni plus ni moins que de la soirée du 25e anniversaire du festival, donc 8e symphonie de Gustave Mahler, en juin 2002. Ça, c'était vraiment une soirée à marquer, une soirée absolument mémorable au festival, avec l'Orchestre symphonique de Montréal, avec évidemment
un nombre très impressionnant d'exécutants, là, presque 400 ou un peu plus que 400. Il n'y avait pas de distanciation sociale dans ce temps-là. Il n'y avait pas de distanciation à ce moment-là, ça c'est clair. Donc, huit grands chanteurs solistes, 2 chœurs, enfin voilà, une œuvre unique, la Symphonie des 1000 de Mahler, là, comme on l'appelle. C'était une soirée de fête, c'était une soirée d'anniversaire. Moi, je m'en souviens pour y avoir assisté déjà en 2002 à l'époque. C'est un très beau document aussi, c'est un très beau programme. Il y a des entrevues, on voit le Père Lindsay nous raconter un peu l'histoire du festival, sa relation avec Mahler, bon, tout ça. Ça, c'est le vendredi soir. Le lendemain, on a un autre concert qui, en fait, date à peu près de la même période, c'est-à-dire l'été suivant, 2003, juillet 2003, avec un jeune chef, je dis jeune, là, évidemment, il est encore jeune aujourd'hui, il était encore plus jeune à l'époque. Il était plus jeune, oui. Un jeune chef dont on n'avait peut-être pas entendu parler tant que ça encore là, en 2003, mais ça n'a pas été long, en fait, qu'il allait conquérir le monde entier. Oui. Hein? Un chef de chez nous qu'on connaît qui s'appelle Yannick Nézet-Séguin. Donc, on assiste encore là aux prémices là, de Yannick, là, dans le fond. Oui, quelque part, oui, parce qu'en fait, Yannick était, depuis le début de sa carrière, déjà très attaché au festival. Ça, il faut le dire, puis c'est un attachement, une fidélité absolument extraordinaire qui ne se sont jamais démentis depuis une vingtaine d'années. Mais 2003, en effet, on est un peu au début. Hein? Lui est devenu directeur musical de l'Orchestre métropolitain en 2000, donc on est là, à peu près dans ces années-là. Et c'est un programme de jazz, comme on en fait aussi de temps à autre au festival, donc du Gershwin, du Duke Ellington, avec la pianiste Lorraine Desmarais, une de nos grandes dames là, du jazz au Québec, et des musiciens qui formaient un trio avec elle, en fait. Elle joue aussi certaines de ses compositions. C'est une soirée vraiment extraordinaire. Moi, j'ai voulu l'inclure dans la programmation. Oui, parce que pareil, oui. Le Père Lindsay aimait beaucoup le jazz aussi, c'est assez surprenant, pas surprenant, mais il y avait toujours le dimanche après-midi un spectacle de jazz ou quelque chose qui était présenté et tout. Ouais. Et par la suite, la Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen, ça c'est quand même impressionnant, ça aussi, c'est un très très beau spectacle. Oui, c'est plus récent, ça date de l'été 2014. Le Deutsche Kammerphilharmonie Bremen et Paavo Järvi, leur directeur musical, c'est un des grands orchestres d'Allemagne. Et puis, ils sont passés assez souvent au festival. Ils sont venus 3 étés, pas consécutifs, là. Je pense que 2014, c'était le dernier. Ils ont fait une intégrale des symphonies de Beethoven. Ils ont fait une intégrale des symphonies de Schumann, si ma mémoire est bonne, et ils ont fait aussi une intégrale Brahms, donc symphonie et concerto. Et ça, c'est l'année Brahms 2014. Donc, on a le concert là, de ce dimanche et on en aura un autre aussi plus tard là, dans la saison virtuelle avec des symphonies de Brahms et le concerto pour piano en ré mineur. Okay. Donc, c'était toujours une belle fin de semaine qu'on peut écouter, regarder à partir du site Internet, c'est bien ça, du festival. Et c'est des captations sont présentées. Il faut juste spécifier aussi que c'est quand même éphémère. Hein? C'est ça que tu m'expliquais tantôt. Oui. Ils ont 48 heures là, de disponibilité pour ces spectacles-là. C'est ça. Pour les auditeurs, en fait, là, c'est ça, le site du festival, lanaudière.org. Et puis, les concerts sont diffusés. Enfin, on fait comme des diffusions là, vraiment à heure précise. Donc, vendredi, samedi à 19h30, dimanche à 15h30. Après ça, il y a une période de rattrapage de 48 heures. C'est-à-dire qu'on peut quand même retourner voir le concert ou on peut le visionner si on ne l'a pas vu. Mais c'est tout. Après, ça ne dure pas plus longtemps. Puis, ça disparaît dans les limbes virtuelles. Dans les limbes, et on reverra pour 2021. Bon, bien, merci Renaud, puis on se reparle. Merci beaucoup, Daniel. Bye-bye. Alors, restons dans la musique, mais en musique traditionnelle québécoise cette fois. Violon Trad Québec annonçait en avril dernier le report du camp de Violon Trad Québec en 2021. Depuis, l'équipe s'est partiellement ravisée. Comme le comité organisateur souhaite ardemment maintenir le lien, l'échange et le partage de la tradition orale et musicale malgré la situation exceptionnelle, il vous a concocté une formule réinventée et adaptée que vous pourrez vivre dans le confort de votre foyer. Les musiciens amoureux de musique trad pourront donc sortir leurs instruments et se joindre aux fondateurs de Violon Trad Québec. On peut les voir d'ailleurs à l'écran, André Brunet, Stéphanie Lépine et Éric Baudry.
De même qu'aux artistes et enseignants invités, il y aura notamment David Simard, David Boulanger et Martin Racine qui partageront leur passion, leurs connaissances de manière virtuelle dans le cadre de la 13e édition du Camp Violon Trad Québec en ligne. Alors cet événement est présenté gratuitement sur la page Facebook du Camp Violon Trad Québec du 19 au 21 juillet. Le 19 juillet à 20h, c'est le grand rassemblement en direct avec le trio des fondateurs en guise d'ouverture de la 13e édition du Camp Violon Trad Québec et qui présentera des pièces enseignées lors des éditions antérieures dans un esprit des plus festifs. Puis, le 22 et 21 juillet, 6 classes musicales virtuelles seront diffusées en différé. Elles seront d'une durée d'environ 15 minutes chacune et 3 classes seront diffusées par jour sur la page Facebook et elles seront aussi accessibles sur la chaîne YouTube VTQ. Alors, vous pouvez retrouver tous les détails sur la page Facebook de Camp Violon Trad Québec et le site violontradquebec.ca. Cela dit, nous passons maintenant à notre deuxième pause. À son domicile, entouré des siens, le 12 juillet, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Gilles Tellier. Il était l'époux de Monique Cloutier, demeurant à Joliette et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Sonia Tellier et Christian Tellier, de même que ses petits-enfants, Nicolas Brodeur, Geneviève Heidi Tellier-Nadeau et son conjoint Stéphane Richard, de même que ses arrière-petits-enfants, Niki Tellier et Nathan Brodeur. Il laisse aussi dans le deuil ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Céline Tellier et son conjoint Gilles Payette, Marcel Cloutier et sa conjointe Monique Turcotte, Roland Cloutier et sa conjointe Jeannette Deléman, Léo Cloutier et sa conjointe Thérèse Bacon, Daniel Cloutier et son conjoint Robert Arnois, Louisette Arnois-Cloutier, Nicole Robitaille-Cloutier, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera ce vendredi, le 17 juillet, dès 14 h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 15 h. Et M. Tellier sera inhumé au cimetière de Berthier. Bien sûr, votre collaboration est demandée afin de respecter les nouvelles normes sanitaires de la santé publique qui seront mises en place à l'église. Cela dit, comme vous le savez, les services pour certaines personnes décédées au début de la crise de la COVID-19 ont débuté. C'est le cas notamment pour Michel Terrien, qui est décédé au centre d'hébergement Champlain-le-Château de Berthierville le 4 avril dernier, à l'âge de 69 ans. Il était l'époux aimant de Mireille Rousseau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa tendre épouse, sa fille dont il était si fier, Marie-Ève, ainsi que Benoît Mirandette, le conjoint de celle-ci. Il laisse aussi dans le deuil sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, Nicole Terrien et son conjoint Roger Doucet, Jeanne Rousseau et son conjoint Jean-Claude Cossette, Monique Rousseau et son conjoint Jean Tessier, André Rousseau et son conjoint Richard Frappier, François Rousseau et sa conjointe Liette Cournoyer, Marie Rousseau ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et Michel fut pendant plusieurs années ambulancier dans la région de Joliette et Berthier, et il a su ensuite canaliser sa joie de vivre auprès du personnel du centre d'hébergement Champlain-le-Château ainsi que de ses voisins de résidence. Et avant cela, tout au long de sa vie, il fut impliqué dans la communauté berthelaise en tant que membre du Club optimiste de Berthierville. Et la famille tient à remercier le personnel du Champlain-le-Château pour les soins exceptionnels et les multiples attentions prodiguées à l'égard de M. Terrien au courant des 14 dernières années. Et des dons pour la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC seront acceptés au salon. Et la famille vous accueillera ce samedi, le samedi 18 juillet, dès 11 h, au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville, et suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à 15h30. Et M. Terrien sera ensuite inhumé au cimetière de Berthierville. Et encore une fois, bien sûr, votre collaboration est sollicitée afin de respecter les nouvelles normes sanitaires mises en place au salon.
Alors, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et aux amis en deuil. Cela dit, nous passons maintenant à la météo. Pour ce jeudi après-midi, ce sera plutôt nuageux. Il fera 27 degrés avec un ressenti de 34. Et on va avoir une continuité, ça va de soi pour le jeudi soir, qui sera aussi nuageux, mais avec des risques d'orage. Il fera 24 degrés avec un ressenti de 30. Ensuite, pour le jeudi nuit, comme ça va être orageux en après-midi et en soirée, la nuit aussi, on va avoir une continuité par rapport à ça. Il y aura quand même la pluie. On ne sait pas le taux de pluie qu'il va avoir, si ça va être violent ou pas. Mais ce qu'on a pu constater sur différents sites, pas juste Météo Média, qu'il y aura un risque d'orage violent, que ce soit aujourd'hui ou demain. Reste à voir parce que la météo est toujours changeante. Des fois, ça peut être annoncé. Des fois, ça ne peut pas, ça se fait pas. Alors, je vous conseille de prendre vos précautions comme d'habitude sur la route. Ça n'annonce pas de brouillard, mais peut-être dans la fin de la soirée ou en nuit, il y aura un peu de brouillard aussi. Puis comme je vous ai dit, ça va être 2 jours d'affilée qu'on va avoir de la pluie, jeudi et vendredi. Pour le matin du vendredi, il y aura de la pluie effectivement et on va avoir la température sera de 17 degrés et un ressenti de 20. Et pour un après-midi, comme je vous ai dit, orage et nuages grisonnants. Il fera 25 degrés avec un ressenti de 30. On va pouvoir remarquer que aujourd'hui, c'est un peu sombre en après-midi, mais on peut ressentir vraiment l'humidité dans l'air. On peut vraiment sentir la chaleur qui est omniprésente. Ça va probablement descendre en fin de semaine parce que la terre elle va se refroidir probablement à cause de la pluie qui va tomber et qui va faire monter la chaleur. On va passer au bulletin pour les insectes et on n'a pas grand changement. Hier, comme vous avez pu l'apercevoir, il y avait beaucoup de maringouins, puis c'était un peu normal, surtout quand on vit en campagne. Il y a plus de formation et n'oubliez pas de mettre une petite crème, de vous habiller en long le soir, même s'il va y avoir de l'humidité. Je vous le conseille très fortement parce que j'ai fait l'expérience aussi hier, il y en avait beaucoup. Et aujourd'hui, ça va être probablement la même affaire. Pour les mouches noires, c'est généralement toujours faible, comme à son habitude. Et pour les mouches à chevreuil, cette fois-ci, c'est modéré et ça va être comme ça. Demain, on va dire que les insectes vont un peu être en diminution. Ce sera quand même tout modéré, même les mouches noires. Les mouches noires, ça reste toujours faible, comme on l'annonce, pour le reste de la semaine aussi. Sinon, c'est pas mal ça pour la météo, pour le bulletin insectes. On va passer aux conditions atmosphériques. Et pour les conditions atmosphériques aujourd'hui, les UV, comme c'est un peu grisonnant, c'est modéré, effectivement. Pour le pollen, c'est très bas. On voit que ces temps-ci, les abeilles ne pollinisent pas vraiment beaucoup. Il y a des complications, etc. Il fait chaud aussi. C'est pas très propice. Concernant la qualité de l'air, elle est quand même pas mal bonne. Il n'y a pas rien à dire d'anormal. On va se laisser là-dessus. Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. C'était Célina de CTRB. Ça m'a fait plaisir de vous parler, vous annoncer la météo aujourd'hui. On se dit à la prochaine pour un nouveau bulletin météo. Merci beaucoup. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un dernier bulletin d'information régionale de la semaine. Excellente fin de journée à tous.
Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.